mai 1945. La guerre est finie. Les armées alliées entrent dans une Allemagne en ruine. L'énorme superstructure qu'était le Troisième Reich s'est effondrée. Et les Allemands sont dans le vide total. Ce sont des femmes et des enfants, impuissants et hébétés, qui assistent à l'arrivée des occupants. Les vainqueurs ont décidé que l'Allemagne n'aurait plus son propre État. Le pays sera désormais divisé en 4 zones d'occupation et chacun des alliés, américains, anglais, français ou russes, gouvernera sa zone. Les militaires alliés prennent leur quartier dans toutes les villes d'Allemagne. Les enfants, curieux, sont les premiers à aller à leur rencontre. Parmi eux, le jeune Hans-Gerd Schulte. Il a 12 ans. Notre région, c'est-à-dire le Palatinat, a été donnée aux Français. Et c'est donc les Français qui sont arrivés. Je me rappelle très bien, il y avait une petite troupe qui est arrivée, très misérable, mal habillée, pauvre, mais en fanfare. À Scheibenacht, pour la première fois sur le sol allemand, sont hissées les 3 couleurs. Que de souffrances rachetées, que de colère apaisée par ce simple geste. Mais l'occupation ne suffit pas. Et il faut en finir avec le nazisme. De Gaulle a une obsession. Assurer la sécurité de la France, qui en 75 ans a vécu 3 guerres meurtrières avec l'Allemagne. Mais comment imposer le point de vue de la France quand les Français ne sont pas considérés comme des vainqueurs à part entière? À Yalta, où s'est décidé le partage de l'Allemagne entre Anglais, Américains et Russes, De Gaulle n'était pas convié. Sa chance, c'est que Churchill craint que les Américains ne restent pas en Europe après la guerre et que l'Angleterre se retrouve seule face aux armées de Staline. Churchill a besoin de la France. Au moment où on organise le partage de l'Allemagne, le vieux renard l'emporte. Roosevelt accepte, Staline se laisse convaincre. La France aura sa zone. Mais comme Staline refuse de céder 1 centimètre de son territoire, les Britanniques donnent une partie de leur zone, les Américains aussi. Et les Français se retrouvent à la tête de ce qu'on appelle à l'époque le soutien-gorge français, qui a pour capitale Baden-Baden. À la signature de l'armistice à Berlin, la France apparaît officiellement pour la première fois parmi les vainqueurs. Mais sa présence est encore à peine légitime, et dans la salle de la signature décorée pour l'occasion, on chercherait en vain le drapeau français. On dit que quand Keitel, maréchal de l'armée allemande, voit la délégation française, il soupire « Les Français, c'est un comble ». Le début de l'administration française est confié aux premiers arrivés, l'armée du général Delattre de Tassigny, constituée en Afrique du Nord, et qui compte un grand nombre de soldats des troupes coloniales. La guerre est finie, c'est la fête et les tirs ne font plus peur. Parmi ces soldats, Edgar Morin, une figure de la résistance. À l'époque, il a 24 ans. Parce qu'après la libération de Paris, le retour dans la vie prosaïque normale m'a complètement démoralisé. Après avoir vécu la fraternité et l'exaltation,
je prends l'occasion de rejoindre la première armée qui était entrée en Allemagne, notamment dans le pays de Bade. C'était une armée de combattants. C'était une armée qui avait fait une épopée militaire. C'était une armée même où il y avait beaucoup d'éléments d'origine maghrébine, des Algériens, des Marocains, etc., des barouleurs. Et brusquement, on entre dans un monde de petits fonctionnaires, parce que pour le gouvernement militaire, ils ont recruté des fonctionnaires qui étaient au ministère de la Guerre, qui avaient été subi Vichy, qui avaient vécu en quelque sorte l'occupation sans rien faire, pour la plupart. Et donc, brusquement, ce sont des gens qui sont là. Ces fonctionnaires français viennent renforcer le gouvernement militaire que De Gaulle avait mis en place dès le mois de juillet 1945. La tâche est lourde, car cette partie de l'Allemagne, agricole, bucolique, et qui compte 6 millions d'habitants, est toujours marquée par l'idéologie nazie. Ici, on croit encore profondément à la supériorité de la race aryenne. Pendant 12 ans, tous les cadres de la société, notables, maires, médecins, professeurs, étaient membres du parti nazi. Toute transgression de l'idéologie nazie était punie. Pendant la guerre, Hans-Gerd Schulte, qui n'avait que 11 ans, en avait fait l'expérience. Je suis né à Zimmern, et Zimmern est tout près du Rhin, et tout près d'un rocher qui s'appelle la Loreley. La Loreley, comme chacun sait, est un poème très célèbre, surtout par sa musique, de Heinrich Heine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Eh bien, ce poème était tellement connu que même les nazis ne pouvaient pas le faire disparaître. Donc, on l'apprenait à l'école. En bas, c'était marqué « Auteur inconnu ». À la maison, sa mère lui explique que ce poème a été écrit par Heinrich Heine, un très grand poète allemand dont les nazis interdisaient de prononcer le nom parce qu'il était juif. Donc j'arrive à l'école, mais sans aucune intention politique. J'ai dit simplement pour, excusez-moi, la ramener un peu en disant, maîtresse, il y a une erreur dans le livre, etc. C'est Heinrich Heine et c'est un des plus grands poètes de l'allemand. Bon, enfin, c'était un malheur de tout de suite perquisition à la maison de la police et ma mère, qui était institutrice, a été renvoyée, limogée, et voilà. C'était la guerre et tout ce que le citoyen pensait avait été conditionné par la propagande nazie. Les militaires allemands en poste en France envoyaient à leurs familles leurs images amateurs. Cela semblait être une belle vie, paisible et confortable, en entente parfaite avec les Français, bien loin de la réalité et de la violence de l'occupation. La France était alors présentée comme un pays ami et allié du régime. Et même les images de la libération de Paris, filmées par la France libre, avaient été détournées par la propagande de Goebbels. Diese Bilder sprechen für sich selbst. Die Pariser haben sich die Befreiung eben anders vorgestellt. Paris gleicht einer belagerten Stadt, in der statt Sättigung Hunger, statt Ordnung Chaos herrschen. Mit den Angloamerikanern kam General de Gaulle und hinter ihm marschiert der Bolschewismus. Der Mob beherrscht die Straße. Schüsse peitschen in die Menge, die glaubte, die Stunde der Befreiung sei gekommen. Pour les Allemands, il y avait cette idée que ça semblait dérisoire que cette France qui était vaincue, qui était occupée, devienne elle-même occupante dans l'Allemagne devenue vaincue. D'autant que ce sont surtout les femmes, les enfants et les vieux qui ont été victimes de l'avancée des troupes alliées, leur faisant payer au passage tout ce que les soldats et officiers de l'armée allemande avaient fait subir au pays envahi. Incendies, pillages, violences, viols et exactions de toutes sortes. La guerre Mersheim, c'est là que les Français ont traversé le Rhin.
en 1945. Ils ont tout cassé, il m'a dit, cassez tout. Il y a des soldats français qui ont été fusillés parce qu'ils avaient violé des femmes là-bas. Ce dont témoigne Edgar Morin, nommé en automne 1945 à la direction de l'information de la zone française. J'ai pu me promener dans l'Allemagne et j'ai pu aussi, quand dans mon bureau de Baden-Baden, où j'étais responsable de la propagande, consulter les rapports des services de renseignement alliés. Moi, j'agissais comme un électron libre et tranquille, et je faisais ce que je voulais. Et même j'ai pu faire ce livre, bien qu'en principe, j'aurais pas dû le faire. Je racontais toutes mes expériences incroyables de ce pays qui n'avait plus de gouvernement, qui n'avait plus de tête, qui était complètement hagard. Il avait cessé de croire à Hitler, mais il ne croyait pas ce que disaient les Alliés. Il croyait qu'on leur mentait comme Hitler leur mentait. C'était un monde absolument incroyable. Les rumeurs les plus folles couraient. Et donc, ce qui m'intéressait plutôt, c'était un peu l'état mental de ces populations allemandes. C'était ça l'idée dans Zéro. Moi, ce qui m'a fasciné, c'était ça. Un pays à l'état zéro. Pour apporter cette recette de salut dont parle Edgar Morin, il faut inventer des projets concrets et trouver les gens pour les mener à bien. La France, qui imagine rester en Allemagne pour au moins 20 ans, envoie des milliers d'ingénieurs, d'enseignants, de fonctionnaires pour constituer les nouveaux cadres du pays. Ce sont des jeunes, et pour la plupart, c'est leur premier séjour en Allemagne. Moi qui viens de la région de Grenoble, pour nous, c'était très difficile de penser à l'Allemagne d'une façon sereine. On avait été bouleversés par tout ce qui s'est passé dans le Vercors. J'avais perdu des cousins, des amis. Et l'idée de partir en Allemagne, c'était vraiment un choc. Pour moi, l'Allemagne, c'était un grand terrain vide de tout et très vilain. Et puis je me suis aperçue, au contraire, que c'était une très jolie région. Jean Nurdin, démobilisé de l'armée, demande à revenir en Allemagne pour y enseigner le français. J'étais nommé à Ludwigshafen, capitale de la chimie, et ville détruite à environ à 80%. Alors quand je suis arrivé par le train, j'ai eu le moral mis à bas parce que la ville, le centre de la ville, était un champ de ruines. Et on ne voyait même plus le nom des rues, on voyait rien. Vous savez, vivre dans les ruines pendant des années,
là, dans les sous-sols, la ville se présentait comme une série de dalles de béton, et eux, ils descendaient et vivaient en dessous. C'était pas rigolo. J'ai mis plusieurs mois à me rendre compte que l'appartement dans lequel j'habitais, les gens qui étaient dans l'appartement habitaient dans la cave. On avait beaucoup de choses pratiques pour nous. On nous donnait un appartement, on nous donnait des heures de ménage. On pouvait aller dans les magasins des économas de l'armée. On avait vraiment une vie extrêmement facile. Jeune comme j'étais, je me rendais pas compte de tout ça. Nous, à Zimmern et toute l'Allemagne, je pense, ne souffrait pas pendant la guerre, tout simplement parce que l'armée d'occupation allemande, notamment en France, a exploité à fond ces pays-là, et donc on avait assez à nourrir. On avait un manque de nourriture très net après la guerre. C'est maintenant en Allemagne qu'on voit les queues devant les magasins. Les visages tendus. Le pain pesé au gramme près. Et les tickets de rationnement. C'est le règne de la débrouillardise. Les Allemands se rendent à la campagne pour échanger de la nourriture. Certains arrivent à passer dans la zone américaine où les rations sont beaucoup plus généreuses. Le marché noir s'installe à travers toute l'Allemagne vaincue. Les Allemands sortent des armoires tout ce qu'ils peuvent échanger contre de la nourriture. Il y avait des trafics, écoutez, il y avait des trafics de toutes sortes. J'ai encore une montre que j'ai eue, que je garde, elle ne marche plus. Je l'ai eue par des bateliers du Rhin, c'était une montre suisse. On donnait des cigarettes, parce que je touchais je ne sais pas combien de paquets de cigarettes par mois. Et comme je fumais très peu, je pouvais les échanger contre autre chose. C'est comme ça que j'ai eu une montre. S'ils arrivent à se débrouiller pour la nourriture, ils ont beaucoup plus de mal à trouver de quoi se chauffer. Le charbon de la Ruhr est réservé aux occupants, ou bien il part vers la France au titre des réparations. Les Allemands essayent de récupérer ce qu'ils peuvent à leurs risques et périls. À Mayence, Philipp Munch, un jeune Allemand de 15 ans, tente sa chance. Des jeunes gens ont sauté sur un train et ont jeté du charbon par terre pour qu'on le ramasse. Lorsque le train est sorti du tunnel, les Français s'en sont aperçus. Je ne pense pas qu'ils voulaient abattre qui que ce soit. Pourtant, ils ont tiré à balles réelles et ont tué un de mes camarades de classe. Il avait 16 ans. En zone française, le fossé entre la vie des occupants et celle des occupés se creuse. D'autant plus que dans les villes, le nombre de Français est extravagant. Il n'y a pas seulement les militaires et les fonctionnaires, mais aussi leurs enfants, leurs parents et parfois même leurs grands-parents. Les occupants français ont été probablement les seuls à amener leur famille avec eux. Ils profitaient simplement du pays, vous comprenez, la France n'avait pas grand-chose à manger non plus. Jusqu'en 1945, on a été privé de tout. Alors là, on avait tout pour rien. C'était formidable. C'était une compensation.
aucune haine pour les gens, mais une compensation, c'est pour nous. On peut le prendre, on peut y aller. C'est-à-dire les loges au cinéma, les bonnes places dans les trains, les hôtels à des prix dérisoires. On avait tout pour rien. C'était très agréable de pouvoir aller partout. Quand on voyait Verboten, c'est là qu'il fallait aller. On en profitait. Les familles françaises profitent des transports gratuits pour voyager. On prend le bateau pour visiter les châteaux du Rhin. On engage une bonne Allemande pour s'occuper des enfants. On se fait de nouveaux amis, entre Français. C'est une vie plus douce, bien loin des souffrances qu'on a vécues en France. Et pour moi, qui arrive d'une France, disons, encore exsangue, où il y a beaucoup de restrictions, nous, on buvait du Porto, on avait les victuailles, enfin, on vivait sur une population, dans le fond, qui était très apeurée. Les Allemands doivent payer. Ils doivent envoyer leur production vers la France. Ils voient la forêt noire déboisée. Des usines entières réquisitionnées. Des équipements industriels complets ont été démontés et dirigés vers les usines françaises qui retrouveront ainsi plus tôt leur potentiel d'avant-guerre. On n'a pas oublié à quelle orgie de prélèvements se sont livrés les déménageurs de la France occupée. Cette juste reprise à laquelle nous nous livrons n'atteindra pas de loin les cambriolages de la Wehrmacht. L'Allemagne paie. Faire payer les Allemands contente l'opinion publique en France, mais De Gaulle sait que ça ne suffit pas. Son objectif est de jeter les bases d'une paix durable. Dès octobre 1945, il vient en voyage officiel dans la zone française et dans chaque ville visitée, il insiste pour rencontrer des Allemands. Il leur dit « La France n'est pas ici pour prendre, mais pour faire renaître, et pour que vous renaissiez avec elle. Nous devons travailler de concert et nous comprendre mutuellement. Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau. » C'est la première fois qu'un dirigeant allié s'adresse directement aux Allemands. Edgar Morin, l'an zéro de l'Allemagne. Le voyage de Gaulle a profondément remué la sensibilité de ses intellectuels, aux aguets des moindres signes d'espoir. Le fait que le général ait dit, à l'issue d'une allocution à Fribourg, « Bonsoir messieurs », les a remplis d'espérance. En Allemagne, les esprits sont à bout. Ils n'ont plus de ressort. Ils ne savent plus quoi penser. C'est parce qu'ils ne pensent plus rien qu'ils pensent toujours en Asie. Il faut tuer le mythe d'Hitler. C'est le moment de prendre conscience de l'ampleur des crimes nazis. Mais comment expliquer à tout le pays, à ces jeunes soldats prisonniers, que leurs héros, ceux qui ont bâti le Troisième Reich, sont du jour au lendemain devenus des criminels? C'est après la libération de Paris que j'ai eu l'idée de faire cette exposition des crimes hitlériens. C'est la première fois que des documents et des photos sur les horreurs des camps nazis sont exposés aux Allemands. L'exposition sera montrée dans toute l'Allemagne. On m'a donné l'aide de quelques fonctionnaires qui eux-mêmes n'avaient jamais fait la résistance. Ils voulaient appeler ça l'exposition Crimes allemands.
Et moi, je me suis battu pour que ça s'appelle crime hitlérien. Les Américains, eux, produisent un documentaire, Death Mills, les moulins de la mort. Il est projeté dans toutes les salles de cinéma d'Allemagne. On a day in April 1945, the townspeople of Gardelegen, Germany, carried 1,100 crosses to a local barn. The crosses were for 1,100 fresh graves, the victims of Gardelegen. But these 1,100 were a small fraction of the 20 million men, women, and children murdered by the Nazis. Incroyablement, à l'époque, les Juifs ne sont pas reconnus comme les principales victimes. Et il faudra attendre les années 60 pour que l'on parle de génocide. Pour montrer que la pédagogie est efficace, une équipe du service cinéma des armées françaises interroge les spectateurs allemands à la sortie d'une projection des Moulins de la Mort. L'équipe met en scène le tournage, elle fait un casting de spectateurs. Dites-moi, vous parlez français, je vois bien. Que pensez-vous du film que vous venez de voir maintenant? Qu'en pensez-vous? C'est horrible. Est-ce que vous croyez que les Allemands savaient ce qui se passait dans les camps? Nous avons pensé que c'était de la propagande contre les nazis. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est vrai. Que ce n'est pas de la propagande? Non, ce n'est pas la propagande. Qui est responsable de ces horreurs? C'est la faute de tous les nazis. Et seulement des nazis? Seulement des nazis. Bon, merci. Top! Ça y est? Voilà une jeune fille qui est belle, qui est en bonne santé, que nos troupes ont épargnée. J'aimerais savoir ce qu'elle pense quand elle voit ces choses horribles sur la scène, sur l'écran. Was glauben Sie, wer daran Schuld hat, an diesen Gräueltaten? Ja, die Nazis. SS. Ja. Il a fallu, si vous voulez, que dans la population allemande sorte progressivement d'une sorte de somnambulisme, d'état, si vous voulez, tout à fait étonnant d'incompréhension de ce qui s'était passé, de comprendre à quel point l'hitlérisme avait amené l'Allemagne à la catastrophe. Pour éradiquer tout ce qui reste du nazisme, les 4 alliés prennent une décision sans précédent historique, l'épuration de tout un peuple. C'est la dénazification. Chaque Allemand doit répondre de son comportement sous le régime nazi. Les tribunaux militaires des Alliés jugent en priorité les dirigeants du Troisième Reich. Après la plaidoirie de l'avocat allemand, le verdict est rendu. Condamne Dilguer à la peine de mort. Mais les tribunaux se trouvent très vite débordés. Il y avait plus de 8 millions de membres du parti nazi. Il est impossible d'organiser un procès pour chacun d'entre eux. Les Américains imposent leur solution. Le Fragebogen, un formulaire de 131 questions que tous les Allemands doivent remplir et qui est censé définir le niveau de culpabilité de chacun. Dans la zone française, au moins 1 million de ces questionnaires ont été remplis. Ils sont toujours conservés dans les archives, en France et en Allemagne, comme ici à Fribourg. Je vais à présent prendre un dossier au hasard parmi les 230 000 cas de dénazification archivés ici.
Et je vais vous le présenter. Und sie Ihnen präsentieren. Wir finden, wie in On y trouve, comme dans tous les dossiers de dénazification, le fameux questionnaire. Les 131 questions qu'il contenait devaient permettre au service d'investigation de savoir ce qu'avait fait tel ou tel individu entre 1933 et 1945 et comment il s'était comporté avec ses semblables pendant ces 12 années de dictature. En faisant des recherches sur la dénazification, l'historienne Angela Borgstedt tombe sur le dossier de son propre grand-père. Nous en avions bien sûr déjà parlé dans la famille. Pourtant, je me souviens avoir ouvert le dossier de mon grand-père le cœur battant. Peut-être que tout ce qu'on a pu me raconter ne correspond pas à la réalité. La majorité des questionnaires comme celui que mon grand-père avait dû remplir n'étaient pas du tout incriminants. Les questions du Fragebogen sont précises. Nom, date de naissance, adresse, quel est votre lien avec le parti nazi? Étiez-vous membre des SS? Officier ou soldat de l'armée? Membre d'un organisme associé au parti nazi? Une organisation féminine nazie? Pour qui avez-vous voté en 1933? Quels ont été vos revenus annuels depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler? Les Alliés veulent croire que ça marche. Et les Anglais le mettent en scène dans un film, A Defeated People, un peuple vaincu. But every so often there appears one who is suspect, or who is wanted, whose papers are too good, or whose answers are not good enough. Rejected. Back to the cage. Tout le pays est suspendu aux conclusions des enquêtes. Dans la pratique, la plus grande confusion règne. Procès pour les uns, questionnaire pour les autres, l'issue est arbitraire. Comme dans le cas exemplaire des deux propagandistes attitrés d'Hitler, Heinrich Hoffmann, son photographe personnel, et sa cinéaste, Leni Riefenstahl. Hoffmann est jugé en plein hiver 45-46. On a demandé à un juge allemand de présider le tribunal. Le procès est filmé pour les actualités. Er bestritt jede propagandistische Absicht seiner fast unübersehbar großen Bilderchronik des Dritten Reiches, nannte sich einen Diener der Kunst und Fotograf des Zeitgeschehens und als solchen ein Opfer seines Berufes. Ihre Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist, die wird sehr wesentlich auf diese Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesen Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus. Und an dieser Täuschung des Volkes hat Ihr Verlag ganz wesentlich mitgewirkt. Hoffmann est condamné à 10 ans de camp de travail. Leni Riefenstahl, réalisatrice des films de propagande du régime, est jugée dans la zone française pour les mêmes faits. Malgré des preuves accablantes et les centaines de pages de son dossier, elle est considérée comme non coupable. Leni Riefenstahl est disculpée. Probablement parce que son questionnaire indique qu'elle n'a jamais été officiellement membre du parti nazi, ni d'aucune autre organisation affiliée.
On voit bien les limites du questionnaire. D'autant que pour la majorité des gens, il est impossible de connaître la vérité. Très vite, les Français se rendent compte que dans le chaos de l'après-guerre, avec des millions de documents disparus sous les bombardements, des millions d'Allemands déplacés, il est tout simplement impossible de vérifier les réponses. Alors, ils demandent aux Allemands qui se sont opposés au régime nazi de confirmer les déclarations de leurs collègues, de leurs voisins et de leurs amis. Ils se renseignaient qui était plutôt dans l'opposition sous le régime, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont tombé sur ma mère. Après la guerre, voilà encore dans la petite maison où on habitait, qu'elle avait une petite queue de personnes qui venaient chercher des Persilscheine, c'est-à-dire des documents qui blanchissaient, venaient les chercher auprès de ma mère, qui devait dire qu'il n'avait rien fait de mal sous le régime, et quand il y avait ce Schein, ils pouvaient réintégrer, c'était la dénazification, ils pouvaient donc réintégrer leur profession. Voilà. Dans le langage populaire, on appelait ces certificats des Persilscheine, en référence à la publicité pour la lessive persil qui lave plus blanc que blanc. Ces attestations étaient très courantes à l'époque et permettaient de laver un citoyen de tout soupçon. Dans la zone française, la machine à dénazifier a fonctionné pendant 3 ans et a blanchi 80% des Allemands. Parmi eux, un grand nombre de moutons noirs que l'administration française a considérés comme indispensables au bon fonctionnement du pays. Des ingénieurs, des médecins, des magistrats. On a fermé les yeux sur leurs liens avec le parti nazi, mais on a gardé leur dossier. Ici, on peut aussi trouver les dossiers de dénazification des grands-pères de mes amis ou de mes voisins. Parfois, ces dossiers concernent des individus qui ont été jugés coupables. Très vite, je me suis demandé quoi faire de ces informations. Est-ce que je peux dire à mon ami que je suis au courant des agissements de son grand-père pendant la période nazie? Ou est-ce que je ne dis rien parce que c'est encore tabou dans la famille? Mais à l'époque, c'est l'avenir qui compte. Il faut réveiller l'esprit critique des Allemands et leur réapprendre la liberté de penser. Les Français n'ont pas de programme structuré. Ils manquent de tous les moyens, financiers, humains, matériels. Alors ils appliquent ce qu'ils savent faire de mieux, éduqués par la culture. Ils rouvrent les cinémas. Les séances se déroulent à guichets fermés jusqu'à tard dans la nuit. Ils font venir des vedettes du cinéma français pour présenter leurs films. Le succès est tel que les Français, débordés par la demande, emploient de plus en plus d'Allemands pour les aider. Un soir de 1948, je rentrais chez moi quand une voiture portant une immatriculation bleue s'est soudain arrêtée. À l'époque, ça nous faisait peur parce que c'était un véhicule de militaires français. Le chauffeur était allemand. Il m'a dit qu'il venait de Baden-Baden et qu'il cherchait la caserne de Gonsenheim. Je lui ai donc indiqué le chemin. Le soir même, Philippe Munch reçoit un message. On l'invite à se présenter au gouvernement militaire où on lui propose de travailler dans les services culturels français. Il y restera plus de 20 ans à développer les échanges culturels entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, je dois dire que je suis bien content d'avoir fait ça. Bien que beaucoup de mes amis me disaient « tu ne peux pas t'acoquiner avec les Français ». Pour beaucoup, les Français restaient des ennemis héréditaires.
J'ai été surpris lorsque le gouverneur militaire français a dit que la première chose qui allait être reconstruite à Mayence serait le théâtre. Il voulait que les gens vivent à nouveau quelque chose de beau, d'où la reconstruction du théâtre. Un jeune habitant de Baden-Baden. Pour nous, jeunes Allemands, l'arrivée des Français fut une véritable découverte. Les soldats apportaient dans leurs sacs des livres. On nous autorisait à aller au théâtre. Dans le domaine de la culture, tout était permis, encouragé. Moi, par exemple, j'étais souvent assis dans la loge à côté du gouverneur militaire de toute la zone française. Chaque fois que je le voyais, je le saluais et il me rendait mon salut. En zone américaine, une telle rencontre serait juste impossible. Les Français tiennent à libérer la parole. Et ça commence par la presse. Il va de soi que la première tâche de cette nouvelle presse doit être informée pour dénazifier. Il s'agit bien en effet de désintoxiquer les millions d'esprits que la propagande du parti hitlérien a contaminés et faussés en 12 ans d'oppression. Déjà, de nombreux organes s'impriment. Une presse libre et véridique contribuera à faire une Allemagne débarrassée du poison nazi. Dans le même esprit, les autorités créent la radio de la zone française. L'industrie anglaise fournit les émetteurs, tandis que les Français recherchent un personnel allemand politiquement correct. La radio Südwestfunk est inaugurée par l'administrateur général de la zone en personne. Programme francophone, programme allemand, l'idée est de se connaître. Hier ist der Südwestfunk mit seinen Sendern Koblenz, Freiburg und Baden-Baden. Chaque soir à 20h, sur les émetteurs de la zone française, Koblenz, Fribourg, Baden-Baden et Saarbrück, vous pouvez entendre Magazine de France. Les Français sont convaincus que pour construire le nouveau pays, c'est sur les jeunes qu'il faut s'appuyer. Il faut leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent bâtir une nouvelle société. Les Français sont les premiers à créer une nouvelle université dans l'Allemagne de l'après-guerre. Les futurs étudiants participent au chantier. Elle est inaugurée à Mayence, seulement 1 an après la fin de la guerre. Nous formons le vœu que l'université de Mayence montre bien vite qu'il y a en elle assez de flammes pour rallier et éclairer une jeunesse inquiète et désorientée. La jeunesse allemande s'empare de cette chance. Dès 1946, 10 000 étudiants par an sont accueillis dans les universités de la zone française. Mais le vrai défi est d'assurer la scolarisation des plus jeunes, qui attendent la réouverture des écoles et des lycées, les gymnasiums, fermés pendant les combats. Parmi eux, des soldats, des officiers. Colette Nurdin leur donne des cours de français. Elle n'a que 20 ans. Alors, le gymnasium, c'était pas de la tarte. Parce que c'était des élèves qui avaient mon âge. Ils avaient tous plus de 20 ans. C'était les grands, et ils avaient été soldats à 15-16 ans, certains avaient été prisonniers, mais moi, ils m'ont refusé, carrément. Je vous dis, je me sentais tout à fait rejetée. J'ai osé parler d'histoire de France, j'ai osé dire que notre premier empereur, c'était Charlemagne. J'ai fait une révolution. Ah, on nous l'avait bien dit, il avait raison hein, de nous dire que les Français étaient des accapareurs, ils prenaient tout pour eux. Il y a une rancœur. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit là? Il ne fallait pas dire que Charlemagne était un empereur en France. Hein. On laisse les Allemands appeler Charlemagne Carlus Magnus, empereur d'Occident. Mais comment faire avec les programmes scolaires écrits par les nazis? En biologie, on étudiait la prédominance de la race aryenne. En histoire, les victoires d'Hitler. La littérature cultivait l'image du grand Führer.
il n'y a guère qu'en calcul que les règles restent les mêmes. Les Français, les premiers parmi les Alliés, se lancent dans une entreprise pharaonique. L'édition de nouveaux livres scolaires pour toutes les écoles de leur zone. Et comme on n'a pas le temps d'écrire de nouveaux ouvrages, on les traduit du français. Par exemple, sur les droits de l'homme, sur les idéaux de la Révolution française, sur l'histoire de l'Europe. On avait traduit ça, souvent, du français en allemand, de manière à pouvoir éliminer petit à petit tout ce qui pouvait rester de l'éducation que les élèves avaient reçue sous le régime hitlérien. Heinrich Heine redevient l'auteur de la Lorelei. La même professeure qui avait interdit à Hans-Gerd Schulte de citer son nom sous les nazis, fait maintenant apprendre ses poèmes aux élèves, dont le même Schulte. Là, j'étais dans l'âge de révolte, j'avais 14-15 ans. Je suis allé voir le proviseur du lycée, je dis, monsieur, ou bien elle part, ou bien je pars. Eh bien, évidemment, elle n'est pas partie. C'est moi qui étais obligé de partir. J'allais plus à l'école, grand scandale, etc. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Le gouverneur, justement, français, qui s'appelait d'ailleurs Merci, de Zimmer, m'a dit, mais jeune homme, si tu aimes tellement la France et Heine, eh bien, va au lycée français. Et il me dit, voilà, vous savez, en France, hein, quand il y a quelque chose d'important, il faut d'abord manger. Et puis il m'invite, et c'est là, effectivement, que j'ai mangé pour la première fois de ma vie un œuf à la mayonnaise, dans ce mess, comme hors d'œuvre. D'ailleurs, après, il y a eu autre chose. J'étais émerveillé, et ça m'est resté jusqu'à maintenant. Et puis c'est un coup de tonnerre. Le 20 juin 1948, pour relancer l'économie, Américains, Anglais et Français introduisent dans leur partie de l'Allemagne une nouvelle monnaie, le Deutschmark. Chaque Allemand des 3 zones occidentales reçoit 40 Deutschmark en échange de tout l'argent qu'il dépose. La zone soviétique n'est pas concernée. Staline proteste. C'est la rupture. L'Allemagne est divisée en 2. C'est le début de la guerre froide. Et le monde entre dans une autre logique. Nos anciens ennemis, nos agresseurs, les Allemands de l'Ouest, sont désormais nos alliés contre l'Union soviétique. Au mois de mai 1949, 4 ans après la fin de la guerre, les Américains, les Anglais et les Français rendent aux Allemands l'administration de leur zone. Le nouvel ensemble va former un État indépendant, la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest. C'est la fin de l'administration française. Et immédiatement se pose la question, ce nouvel État indépendant, pourrait-il devenir à nouveau dangereux ? Seulement 4 ans sont passés depuis la fin de la guerre. Les blessures ne sont pas encore refermées. C'est vrai qu'on essayait d'oublier un petit peu tout ce qu'on avait vécu de difficile. Et quand je rentrais en Dauphiné, en vacances chez moi, ça c'était toujours difficile. Parce que j'avais des amis qui avaient perdu un frère dans le Vercors. Et quand je disais que j'habitais l'Allemagne, c'était dur. Et on avait une vieille dame amie qu'on aimait beaucoup. Un de ses fils a épousé une Allemande et on lui a dit qu'elle était suisse. Parce qu'on ne voulait pas lui dire qu'elle était allemande, parce qu'elle avait perdu un fils dans le Vercors. Ça, c'est resté, si vous voulez, quand même, pendant longtemps. Hein. Pour les Français, l'Allemagne ne peut pas être totalement indépendante. Il faut trouver un moyen de la contrôler. Paris propose alors de l'encadrer dans une